mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici encore au rendez-vous cette semaine pour décortiquer l'actualité sociopolitique au Togo, en Afrique et dans le monde. Coup d'État en Afrique, les causes et les conséquences, nous allons en parler dans cette émission avec nos invités. Nous allons évidemment parler du Togo avec le rapport de Transparency International sur la corruption. Parler également de l'épure du passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU la semaine dernière et finir avec quelques sujets que nous avons concoctés pour vous. Avec nous sur ce plateau, nous avons deux invités que vous connaissez très bien. À ma gauche, Luc Abaki. Bonjour Luc. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous font cette amitié de nous suivre chaque fois. Je rappelle que Luc, il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Il est l'ex-DG du groupe Sud Média, LCF et City FM. Voilà, tout à fait. Merci d'être passé. C'est un plaisir. Voilà. Et à ma droite, Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à Luc et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ferdinand, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Voilà, ainsi planter le décor. Ferdinand, il y a une petite mise au point que vous voulez faire avant de commencer les sujets que nous avons concoctés aujourd'hui. Oui, c'est par rapport à cette émission que beaucoup de Togolais suivent et que nous avons promis aux uns et aux autres qu'elle ne va pas en fait disparaître. Vous savez que dans notre pays, il y a pas mal de lois, de dispositions liberticides pour empêcher les gens de s'exprimer. Et donc nous avons décidé depuis un certain temps que l'émission, l'autre journal, ne sera plus produite par le journal Alternative, parce qu'avant c'est le journal Alternative qui produisait cette émission-là et les gens comprennent pourquoi on prend cette décision-là et donc l'émission va continuer et elle sera désormais produite par nous-mêmes et sur la page YouTube de Ferdinand Haïté, parce que la page YouTube m'appartient et donc désormais c'est sur cette page YouTube-là que nous allons continuer par animer cette émission et donc elle sera totalement distincte du journal. Donc voilà la précision que je voulais apporter. Merci beaucoup Ferdinand. Donc nous suivons ont compris. Et ceux qui disent que l'émission va disparaître, non, elle ne va pas disparaître, elle demeure et nous allons faire les débats ici dans l'autre journal. Merci d'avoir compris cette mise au point. Oui Luc, nous allons commencer avec nos sujets, le sujet que nous avons préparé dans ce débat. Commençons avec le nouveau cadre de dialogue qu'on a instauré il y a quelques jours. Et il y a des partis qu'on a invités, d'autres qui ont décliné l'invitation. Vous savez ce qu'on discute dans ce cadre aujourd'hui? Non, si je vous dis franchement que je m'intéresse à ce sujet, je vous ai trompé. Et tout simplement parce que moi, le principe de dire que dans une gouvernance d'État, on instaure des dialogues politiques, pour moi c'est du folklore. C'est des manières pour gagner du temps en général en ce qui concerne les gouvernants et en même temps pour distraire aussi bien les leaders politiques que la population elle-même pour dire, bon mais écoutez, les mesures que nous allons prendre ou bien nous avons prises ou nous sommes en train de mettre en œuvre ont été prises de façon collégiale, consensuelle. Et donc les autres n'ont pas le droit de contester quoi que ce soit par la suite. Donc il s'agit là d'un piège, un peu comme le code de la presse qui a été voté il y a en 2020 où il a été dit que l'ensemble des organisations de presse avaient pris part et puis avaient fait des objections, etc. Alors que pour l'essentiel, beaucoup de ces organisations affirment avoir fait des recommandations qui n'ont pas été prises en compte, etc. Donc, mais on les rend comptables justement du processus qui a abouti à l'adoption de ce code-là. Donc, pour moi, ces histoires de cadres ne sont pas des initiatives forcément efficientes qui permettent la bonne gouvernance dans un État. La preuve, c'est que le Togo a compté presque une trentaine de dialogues depuis des années déjà, mais quel est le résultat au bout du compte? Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous avez conscience d'avoir un mandat effectif, vous avez la responsabilité d'assumer votre mandat en appliquant tout simplement les lois qui sont définies déjà. Voyez-vous, on a une constitution qui préconise un certain nombre de choses. Tous les secteurs de l'administration, de l'État sont régis par des dispositions. Il suffit que le gouvernant se montre vraiment rigoureux, leader et applique comme il se doit la loi. Je crois qu'on n'a pas de problème de loi dans notre pays. En fait, on a juste des problèmes de capacité à se conformer à l'esprit et à la lettre des lois.
Donc si c'est le dirigeant est vraiment de bonne foi, il n'a qu'à appliquer ça et puis on voit les résultats sur le terrain plutôt que de multiplier des cadres de concertation, d'échange, etc. qui finissent par nous distraire à vrai dire. Merci beaucoup. Et Ferdinand, l'argument avancé, c'est que bon, on veut mettre les recommandations qui ont été formulées dans le CNAC, on veut les mettre en pratique, c'est pourquoi on a créé ce nouveau cadre. Non, nous sommes dans l'éternel monologue, hein. Il faut se dire la vérité. Luc vient de le dire, ça fait 30 ans que les Togolais dialoguent et ces différents dialogues, en réalité, n'ont abouti à rien du tout. Ces dialogues n'ont pas fait avancer notre pays. Au contraire, le régime, dans sa fuite en avant, profite toujours de ces soi-disant dialogues-là, que moi je qualifie de monologues, pour reprendre du poil de la bête, pour amuser ses adversaires, pour faire croire à certaines personnes qui eux aussi ils existent, elles aussi elles existent sur la scène politique. Et donc, c'est le régime qui compose le menu du dialogue, qui choisit qui vient au buffet, qui mange quoi, qui ne mange pas quoi. Et vous voyez tous les grincements dedans qu'on entend souvent, tel parti a été invité, tel parti n'a pas été invité. Ça provoque des crises internes dans certains partis politiques. Et au bout du compte, c'est le régime qui tire les marrons du feu. Et donc, lorsqu'il s'est agi de cette histoire de la CNAP, il y a 1 an ou 1 an et demi, les esprits avisés avaient dit, mais attention, c'était une ruse de plus, c'est un jeu de dupes. Il ne fallait pas y aller. Bon, les gens sont allés. Et on dit, bon, ben, nous, on va aller voir ce que ça va donner. Jusqu'à la dernière minute, avant de claquer la porte. Vous avez entendu tout ce qui a été fait après comme commentaire. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, de la CNAP, on est passé au CPC, c'est ça? On a juste enlevé une voyelle et puis une consonne. Et puis, on a retrouvé CPC. Et bon, on a appelé tous ces gens-là, des partis politiques qui sont en fait des coquilles vides à venir autour de la table. Et pour faire croire à la communauté internationale que le Togo est un pays de dialogue, la classe politique parle souvent, les problèmes sont sur une table de discussion. À la fin, vous aurez les mêmes résultats. Lorsqu'il s'agira demain de composer la CENI, vous verrez que le pouvoir va se tailler la part du lion, va mettre un président qu'on dira qu'il vient de la société civile alors que c'est un pur et dur unir. Ils vont donner des faux résultats, les gens vont encore se tirailler entre eux et puis on va recommencer. Donc c'est l'éternel recommencement. Et donc depuis 1990 jusqu'à ce jour, le régime n'a jamais fait preuve de bonne foi au cours d'un dialogue. Et donc, c'est finalement des monologues qui ne nous permettent pas d'avancer, mais qui permettent au régime, lui, de gagner un peu de temps, de faire une fuite en avant, et à la fin de faire croire que bon, le Togo avance et que c'est un pays qui est véritablement démocratique, quoi. Donc, aujourd'hui, certains ont compris, ils ont dit, on ne va pas y aller. Et donc, franchement, si vous faites un micro-trottoir, les Togolais vous diront, on n'attend rien de cette histoire de dialogue, quoi. C'est une perte de temps. Bon, il y a certains qui iront prendre les perdièmes, et puis bon, voilà, la vie continue. Merci beaucoup, Ferdinand. Je pense que bon, les invités ont beaucoup dit sur ce nouveau cadre de dialogue qui a été ouvert la semaine dernière. Nous allons parler maintenant du social, la taxe d'habitation. Luc, ce que les Togolais craignent aujourd'hui, c'est de payer cette taxe-là qui vient renforcer la misère dans laquelle ils vivent déjà. C'est clair que les taxes se multiplient. Vous savez, on comprend aisément qu'avec la situation que nous vivons, le pays, le gouvernement est déchargé. Il n'a pas de ressources, il suffoque à vrai dire. Et donc, comme je l'ai toujours dit, il s'appuie sur la population et il demande à la population donc de saigner pour pouvoir exister, voyez-vous. Donc, je crois que cette taxe, c'est une épreuve de plus. C'est vrai qu'elle existait en réalité. Lorsque vous voulez créer une entreprise, ou en tout cas vous êtes un chef d'entreprise et puis vous devez payer les impôts, on vous fait payer donc cette taxe-là. Aujourd'hui, on l'élargit donc à l'ensemble des couches socio-professionnelles, en tout cas à toute la société. Au moment où il n'y a aucune capacité de création de richesse véritable dans le pays et où on est en train justement de dénoncer un certain nombre de goulots d'étranglement qui empêchent
la mobilisation des ressources réelles et même la création de la richesse au sein de la société. Et donc, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut que les gouvernants fassent preuve de fertilité d'esprit, de capacité à initier des choses ou à créer l'écosystème qui permette à chaque citoyen de pouvoir se faire valoir et de créer de la richesse. Lorsque les citoyens sont épanouis, intellectuellement, spirituellement, moralement, culturellement et matériellement, il n'y a pas de peine à payer les taxes. Parce qu'en réalité, tout le monde est conscient qu'en payant la taxe, on contribue justement à créer le creuset à travers lequel l'État s'affirme et puis donc favorise, fait face à ces charges régaliennes. Mais lorsque vous-même, vous empêchez le peuple de s'épanouir, c'est-à-dire que lorsque vous voyez un citoyen qui commence à marquer la différence, à se lever, vous le regardez en chien de faïence, vous le voyez comme un ennemi et en même temps une menace, parce que l'argent est devenu la référence à partir de laquelle on juge les gens. Donc, dans ces conditions-là, lorsque le peuple même est réduit à la survie, et vous lui demandez encore des sacrifices supplémentaires, c'est pratiquement de la magie que vous êtes en train de demander à cette population-là. Et donc, c'est un peu dommage, mais c'est comme si les gens étaient limités en termes d'initiative et en termes de capacité à prendre des mesures qui soient plutôt porteuses et qui permettent le vivre ensemble, qui épanouissent le peuple et qui font en sorte que la richesse soit réellement mobilisée autrement qu'en faisant saigner les poches des citoyens. Et je trouve cela déplorable parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'internet et tout ce qui se passe, on voit comment la gouvernance des États se fait à travers divers pays. Il va falloir, quand on n'a pas les idées, de copier tout simplement ce qui se fait ailleurs, de manière quand même à ce que les citoyens aient un minimum de fierté d'avoir des dirigeants qui font preuve quand même de génie à un niveau donné. Mais pour l'instant, on a comme l'impression qu'on ne s'appuie exclusivement que sur la population pour engranger des ressources, mais au même moment, on étouffe la même population. Il y a une forme de contradiction qui s'observe dans le système, dans le style de gouvernance actuel du pays et qui doit être dénoncé, à vrai dire. Merci beaucoup. Luc Ferdinand, un bon citoyen doit payer ses taxes. Oui, dans un pays normal où comment ça se dit, la gouvernance se fait sur le sceau de la transparence, où il y a la reddition des comptes, où généralement on fait le bilan, au gouverner, payer les taxes, ça va de soi, parce que les citoyens sont conscients que c'est avec les taxes qu'on développe le pays. Même dans certains pays européens, surtout l'Europe du Nord, lorsque le citoyen même sent que dans son bilan, il a triché l'État, il retourne pour verser la différence à l'État. C'est ça la culture du bon citoyen. Alors, mais dans nos pays où les gouvernants n'ont pas le devoir de redevabilité, on ne rend compte à personne, on ne sait pas comment le pays est géré, il n'y a pas de compte, il n'y a pas d'institution de contrôle, la corruption est devenue rampante à tous les niveaux. Dans un pays où les populations sont déjà écrasées par les taxes, avec tout ce que nous avons connu ces derniers temps comme la vie chère, les péages et tout ce que vous imaginez, leur demander de payer encore les taxes d'habitation telles que cela a été libellé ces jours-ci par les responsables de l'OTR et qu'on impute directement sur la facture de la CET, la CET même qui paie même à nous donner régulièrement le courant ces derniers temps, je pense que fondamentalement il y a un problème. Il y a un problème parce que on ne peut pas demander aux populations togolaises aujourd'hui de payer des taxes dans une ville aussi anarchique et abandonnée comme nos villes. Parce que la taxe d'habitation, elle devait être payée dans une ville au moins où il y a un minimum de confort. Je vous donne des exemples. Vous allez au grand marché aujourd'hui où on prend le plus de taxes au pays. Toutes les rues du grand marché ne sont pas aménagées, assainies, goudronnées. Il n'y a pas de voirie. Il n'y a pas de voirie. Les gens sont dans la boue quand il pleut. Les femmes, mais quand vous allez au grand marché, quand il pleut, les quartiers à Daoulato, à Guiakom et tout ça, ce n'est pas possible. En dehors de la résidence de la Caisse, de la cité Ouya et de la cité Renaissance, où tous les barons sont concentrés, le reste de la ville, c'est débrouillez-vous. Quand il pleut, les gens nagent pour rentrer dans leur maison. Ceux qui ont des véhicules vont vous dire combien de fois ils vont au garage, parce que pour rentrer à la maison, c'est la croix et la bannière. Ceux qui ont des motos vous diront combien de fois ils vont au garage. Ceux qui vont à pied
vous diront comment est-ce qu'ils se débrouillent pour rentrer à la maison le soir. Et donc, nos quartiers sont totalement abandonnés. Dans certains quartiers de Lomé, ce sont les populations qui s'organisent pour faire venir le courant, c'est l'électricité, en payant les poteaux. Là où les gens n'ont pas les moyens pour payer les poteaux, c'est les toiles d'araignée. La Régie nationale des eaux a complètement disparu de certains quartiers. Il faut que les gens s'organisent pour faire les forages, et donc ils boivent de l'eau qui n'est pas fondamentalement propre à la consommation. Les rues sont mal éclairées. Les rues ne sont même pas aménagées, on ne passe même pas des catapillars pour ne serait-ce qu'aménager les rues pour que les gens rentrent chez eux, ne tombent pas dans les trous. Et dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas demander aux gens de payer des taxes d'habitation, parce que la taxe d'habitation devrait suivre un minimum de confort pour les citoyens. Quand vous prenez le Bénin aujourd'hui, on voit bien que Patrice Talon, quoi qu'on puisse le reprocher, a lancé un vaste projet d'aménagement de voiries dans tous les quartiers de Cotonou et même des villes intérieures du pays. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui à Cotonou, on est en train de faire des pavages massifs dans les quartiers, suivis d'électrification, aménagement. En tout cas, il y a un minimum de confort qu'on est en train d'offrir aujourd'hui à ces Béninois-là. Et donc, eux, si on leur demande demain de payer la taxe d'habitation, ils paieront normalement, parce que le gars sait qu'en rentrant chez lui le soir, la rue est aménagée, il y a l'électricité, quand il pleut, il peut rentrer chez lui tranquillement. Vous allez au Ghana, eux, ils ont une longue tradition. On déroule d'abord les services publics avant que les gens ne s'implantent. L'électricité, l'eau, tout ça, avant que les populations ne s'implantent. Aujourd'hui au Togo, la ville de Lomé s'agrandit dans une anarchie totale. À part ceux qui vivent à la caisse que je viens de dire, tout le reste de la population, les gens se débrouillent pour rentrer chez eux. En saison de pluie, vous savez, toutes les difficultés que les gens ont pour rentrer chez eux à la maison. Donc vous allez prendre les taxes d'habitation dans les quartiers qui sont régulièrement inondés, où il n'y a pas d'assainissement, ou quand il pleut, les gens sortent avec leur matériel, ils sont dehors. Vous allez payer des taxes d'habitation dans les quartiers où les gens n'ont pas le courant, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pratiquement rien. Vous allez payer des taxes d'habitation dans un pays où la sûreté coupe le courant régulièrement. On est déjà aujourd'hui dans le délestage, on ne sait pas ce qui se passe. La sûreté coupe le courant, les machines des gens se retrouvent grillées, et bizarrement c'est à cette sûreté-là qu'on demande de récolter la taxe d'habitation. Et donc je pense que fondamentalement, il y a un problème lié à cette taxe d'habitation, en plus du fait que les Togolais payent déjà la taxe foncière. Ça, personne ne le dit, vous voyez. Et donc, payer les taxes, c'est une bonne chose, mais à partir du moment où on ne rend pas compte aux populations de ce qu'on fait avec l'argent, on ne fait pas de reddition des comptes, on ne nous dit pas comment est-ce que les fonds qui appartiennent à tous les Togolais sont gérés. Vous ne pouvez pas continuer par demander aux populations qui sont déjà affaiblies par la misère de continuer par payer les taxes parce que l'État a besoin d'argent. Si l'État ne fait pas de compte, pourquoi on doit continuer par donner de l'argent à l'État? Donc voilà le fond du débat. On n'est pas contre la taxe d'habitation, on n'est pas contre les autres taxes d'ailleurs, mais si les taxes que nous payons sont suivies d'un aménagement de l'espace dans lequel nous vivons, là d'accord, il n'y a pas de confort à Lomé aujourd'hui. Il n'y a aucun lieu confortable à Lomé aujourd'hui. Les jardins publics sont où? Les parcs d'attractions sont où? Les rues aménagées sont où? C'est ça le fond du débat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a des questionnements. Hein, et comme Luc l'a dit, il ne faut pas copier ce que les gens font ailleurs. Il faut essayer de voir si ces taxes-là sont aujourd'hui utiles pour les populations togolaises. Si vous avez fait le minimum avant d'exiger des populations de vous payer les taxes. Voilà ce que moi je pense. Il y a tellement de secteurs aujourd'hui au niveau duquel l'État peut avoir de l'argent sans forcément nous imposer les taxes d'habitation. Il y a des niches d'argent. Vous allez dans la zone portuaire, il y a des gens qui rentrent le soir avec des sacs remplis d'argent chaque jour. Et cet argent-là échappe carrément à l'État. Il y a d'autres domaines qu'on a laissés en jachère. Il y a des réseaux qui sont organisés, qui perçoivent ces fonds-là, ça ne rentre pas au trésor. Mais je pense que si l'État fait preuve d'une bonne gestion de la cité, fait preuve de rigueur, on peut récupérer fondamentalement de l'argent pour renflouer les caisses de l'État plutôt que de mettre les taxes tous les jours, les taxes. Voilà, cette taxe d'habitation, elle est inopportune en ce moment donné.
Merci beaucoup, Ferdinand. Je pense que sa dernière phrase, c'est la question que je voulais te poser. C'est à ce moment, ailleurs, pendant que les gouvernants cherchent des solutions, cherchent des mesures pour soulager la population, au Togo, c'est en ce moment qu'on crée des taxes pour les enfoncer plus. Non, c'est clair que ce n'est pas opportun, c'est évident. Je crois que c'est dire peu que de dire que ce n'est pas opportun. Tout le monde, c'est-à-dire qu'un dirigeant qui est quand même conscient de l'état dans lequel se trouvent en ce moment ses citoyens, devait pouvoir comprendre. La preuve, c'est que dans le discours de fin d'année du président de la République, lui-même, il a reconnu la cherté de la vie. Il a été obligé de prendre une mesurette qui consiste à donner un mois de plus. Enfin, à avancer. Un mois de plus. Ça veut dire que quelque part, il sait très bien que les citoyens ont du mal à vivre. Encore qu'il ne l'a fait que pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont combien? À peine 60 000 contre 8 300 000 Togolais. Vous imaginez la précarité dans laquelle tout ce monde-là vit, et à ce monde-là, on demande encore des sacrifices extraordinaires. En dehors de... C'est vrai que tu ne peux même pas bouger aujourd'hui sans dépenser quelque part. Et donc, ces taxes, c'est clair qu'elles ne sont pas opportunes. Maintenant, est-ce que l'État va faire preuve de génie pour trouver les créneaux par lesquels il va suffisamment mobiliser des ressources qui permettent sa survie à lui? C'est ça le vrai problème. Et donc, je crois que Ferdinand a évoqué les niches où les gens font couler de l'argent. Il me semble qu'on aura parlé de la corruption, etc. Et donc, ce sont tous ces fléaux-là. C'est l'inorganisation même de l'État. L'incapacité à fluidifier la gestion, à mettre un peu de la fluidité dans la gestion des affaires de l'État, qui crée tous ces boulots-là et qui font que l'État finalement est affaibli, et pendant que des individus deviennent plus puissants parce qu'ils sont à des postes stratégiques où l'argent passe et ils ont la possibilité justement de s'asseoir là-dessus et d'empêcher malheureusement l'État de pouvoir recueillir les ressources dont il a besoin. Voyez-vous? Donc je crois que c'est une question d'efficacité et d'efficience dans la gouvernance de l'État, et je crois que si on veut vraiment avoir des moyens, il y a des moyens dans le pays, ça c'est sûr. C'est une question de capacité à les mobiliser. Autrement, qu'en s'appuyant exclusivement sur un peuple qu'on ne cherche non plus à épanouir. Mais si vous voulez que quelqu'un vous donne un rendement plus conséquent, vous devez investir en lui. Quel est l'investissement qui est fait véritablement sur les citoyens de manière à pouvoir attendre d'eux un rendement plus efficient? Il n'y en a pas. Même les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas suffisamment mis dans les conditions optimales de travail. Il n'y a même plus de formation, et on est dans la routine permanente. C'est comme si en réalité on était en face d'un pouvoir ou bien d'un gouvernement qui est en train d'expédier les affaires courantes. Voyez-vous, c'est comme si voilà, il y avait une démission du gouvernement et que bon, les ministres sont là juste pour expédier les affaires courantes. Parce que si vous êtes dans le déroulé même d'un vrai mandat, on doit pouvoir sentir des investissements, des initiatives à court, à moyen et à long terme qui sont portées et aussi bien par les gouvernants que par le peuple. Mais aujourd'hui, de quoi nous parlons aussi, ce n'est pas les histoires de taxes pour la survie de l'État. Parce qu'après avoir recouru à des emprunts obligataires, à des prêts de gauche à droite, et voilà, maintenant on se dit, mais il faut quand même encore demander au peuple et tout, il faut payer tout ça, et puis il faut assurer la survie même de l'État. Ça se sent, on sent qu'on n'est pas dans une dynamique qui permet justement la construction d'un État solide. Et donc, pour le moment, on est sous l'effet, sous le dictat des urgences qui contraignent l'État à vaciller de gauche à droite et à soumettre la population à autant de peine. C'est dommage. J'aimerais ajouter quelque chose d'important. Il y a quelques mois, on a débattu ici de cette mesure du gouvernement qui consiste à fixer les cautions des loyers et tout, sans dire exactement combien les gens doivent payer. C'est-à-dire qu'on a fixé juste la caution, on a dit, vous voulez louer un appartement, une maison, caution, je ne sais pas, c'est 3 mois. Caution 3 mois, avance 3 mois. Voilà, on ne nous a pas dit, par exemple, par quartier, combien va coûter par exemple 2 chambres salon, 3 chambres salon, une villa. Parce qu'aujourd'hui, le débat est autour de cela. Puisque le décret d'application de cette mesure est sorti,
Mais le problème sur le terrain, c'est que on loue les chambres à combien? On loue les maisons à combien? On loue les appartements à combien? Parce que c'est là le fond du débat, vous voyez. Alors, lorsqu'on y ajoute aujourd'hui la taxe d'habitation, bien évidemment, les propriétaires des appartements vont répercuter sur le loyer. Et donc, les gens sont frappés doublement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que les prix des loyers, des maisons, des habitations vont prendre, je sais pas, vont augmenter. Puisque le propriétaire de maison, à partir du moment où il paie la taxe d'habitation, puisque c'est lui le propriétaire de la maison, il répercute ça sur le loyer, alors que les fonctionnaires ou les Togolais ont déjà des difficultés à trouver un logement décent dans notre capitale et sa périphérie. Et donc, c'est une mesure qui impacte sur d'autres aspects de la vie sociale de notre pays. Et donc, moi, je pense que, fondamentalement, si nous avons des gouvernants qui font du brainstorming tout le temps, qui cherchent par quels moyens on peut renflouer les caisses de l'État, il y a tellement de secteurs aujourd'hui où on peut récupérer de l'argent pour renflouer les caisses de l'État, plutôt que de mettre un genou sur le cou des Togolais qui, eux, sont déjà écrasés par la misère. Vous voyez, c'est des idées. Il y a des gens qui ont immobilisé des terrains dans le pays ou dans les grandes villes depuis des années. On ne construit rien dessus. C'est des terrains qui sont immobilisés. Le gars, il attend peut-être 20 ans, 30 ans pour le revendre plus cher. L'État peut taxer ces terrains-là, des terrains nus. L'État peut décider de les taxer en disant, bon, écoutez, les gens qui ont immobilisé les terrains ont fait un état des lieux, un recensement, on trouve les propriétaires, pourquoi ils ont immobilisé les terrains, on peut récupérer de l'argent là-bas, parce que les gens font en fait de la spéculation foncière. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez au port, il y a des domaines où des gens récupèrent de l'argent tous les jours, ils rentrent à la maison, l'argent ne va pas dans les caisses de l'État. On peut stopper ces circuits-là, boucher ces circuits-là, récupérer de l'argent. Donc, là où on est là aujourd'hui, avec tout ce qui a été créé ces derniers temps comme taxe, les péages qui encerclent la ville de Lomé, la TVM, tout ce que vous avez pu avoir comme taxe dans la dernière période là, et qui ont contribué à faire augmenter le prix des denrées alimentaires. Le maïs est aujourd'hui à 900, 1000 francs, voilà, 1000 francs. Et vous allez dans les marchés, c'est la croix et la bannière. Alors, en ce moment-ci là, ces taxes sont vraiment, la taxe d'habitation est inutile. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'État même devait travailler à diminuer son train de vie. Et à pouvoir gagner de l'argent pour orienter cet argent vers les secteurs sociaux. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait d'abord un gouvernement pléthorique, que des ministres soient tout le temps à faire, je ne sais pas tout ce que vous savez là, qu'on gaspille de l'argent dans le budget pour des séminaires à ne pas finir, parce que notre problème de sous-développement, c'est le problème de nos administrations. Nous passons toute notre vie à faire des séminaires de renforcement de capacité, de je ne sais pas quoi, qui sont des occasions de business. Je ne sais pas si vous voyez. Le gars qui est sur le projet, il mange. L'hôtel qui va héberger les gens, il mange. Après, on se donne des perdiennes. Et puis, bon, on fait un rapport qui ressemble au rapport de l'année dernière. Et donc, chaque année, on fait des séminaires de renforcement de capacité. Et finalement, nous avons des gens dans les administrations qui ne font pratiquement rien. On passe plus de temps dans nos administrations à renforcer les capacités des gens qui ont été déjà recrutés sur la base de leurs compétences. Et finalement, ces gens-là ne servent à rien. C'est la raison pour laquelle, pour rendre nos administrations efficaces, il faut aligner nos administrations sur le fonctionnement du privé. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'administration, vous êtes là parce que vous êtes compétent. Si au bout de l'évaluation, vous n'avez pas prouvé que vous êtes compétent, on peut vous orienter autrement, à défaut de se débarrasser de vous, pour prendre quelqu'un qui est plus compétent à assumer ce poste-là. Mais là, notre logique française, c'est quoi? Tu es dans l'administration, c'est que tu es là jusqu'à 30 ans, jusqu'à ta retraite. Tu viens au boulot, le salaire est garanti. Tu ne viens pas, le salaire est sécurisé. Tu viens, tu laisses ta veste sur la chaise, tu te promènes en ville, le salaire est sécurisé. Donc, tant qu'on n'a pas à la tête du pays des gens qui donnent une orientation claire, qui sont rigoureux dans la gestion des affaires de la cité, bien évidemment, on va payer des gens qui ne travaillent pas, on va payer des gens qui ne servent à rien à la République, et au bout du compte, on n'a pas suffisamment d'argent pour faire des routes, pour construire les écoles, et pour faire tout ce qu'on doit faire pour le confort des populations. Et donc aujourd'hui, la question de la taxe d'habitation, je pense que, au-delà de ce que nous, journalistes, nous faisons comme débat, pour que le sujet soit connu de tout le monde, les économistes, les fiscalistes doivent venir quand même nous expliquer
si c'est opportun aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons, d'instaurer cette carte d'habitation, est-ce que c'est important de le faire au moment où nous en sommes, quoi. Donc voilà, c'est une question de spécialisme, mais c'est aussi une orientation politique de notre pays. C'est pas normal que les gens se taisent et que bon, ce soit les populations qui sont totalement démunies, qui ont l'impression qu'elles sont abandonnées, il n'y a personne pour porter leur cause devant l'État. Voilà. Merci beaucoup Ferdinand, merci, c'est très bien ce débat-là.